Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour aux étudiants bordelais qui sont là. Alors des étudiants bordelais qui peuvent venir de différentes séries, puisque la présentation de cette formation peut intéresser beaucoup d'étudiants. Donc les séries droit privé, entreprise bien entendu, séries judiciaires aussi, puis pourquoi pas aussi séries droit international. Et puis bienvenue aussi aux étudiants qui sont originaires d'autres facultés. Alors, des étudiants qui nous écoutent en direct, un certain nombre, et puis aussi, bien entendu, des étudiants qui nous écouteront plus tard en ligne, quand la vidéo sera mise en ligne sur le site de la faculté, et peut-être aussi des étudiants qui réécouteront par pur plaisir cette présentation. Il pourrait y en avoir un ou deux. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le cadre de cette présentation du master ingénierie juridique et financière des sociétés. Ce master, il est codirigé par le bâtonnier Philippe Duprat, à qui je vais passer la parole dans quelques instants, et par moi-même. Avant de commencer cette présentation, je voudrais remercier l'Université de Bordeaux, bien entendu, la faculté de droit de Bordeaux et tout le personnel de la faculté de droit de Bordeaux qui participe qui organise ces présentations, et notamment à Madame Sophie Pedrosa qui organise tout ça parfaitement, comme chaque année. Avant de rentrer un petit peu dans les détails, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Le point de départ de cette réunion, bien entendu, c'est la réforme de la sélection en master. C'est la réforme de la sélection en master. Comme vous le savez maintenant, ça fait à peu près 3 ans que nous avons changé de système de sélection. Auparavant, on opérait une sélection à l'entrée du master 2, donc après le master 1. Et désormais, c'est une sélection qui se fait dès l'entrée en master 1. Alors, bien entendu, on dira quelques mots, puisque c'est toujours une possibilité pour certains étudiants d'intégrer le M2, le Master 2, quand ils possèdent déjà un Master 1. Donc, on en parlera aussi. Mais l'objet principal, bien entendu, de la présentation, c'est cette sélection en Master. Alors, nous allons vous parler du Master ingénierie juridique et financière des sociétés. Mais avant de vous parler de ce Master, je voudrais commencer par évoquer avec vous l'opportunité, en fait, d'opter pour un master en droit des affaires d'une façon générale. Vous en avez beaucoup partout en France. À Bordeaux, il y a de très nombreux masters en droit des affaires. Je crois qu'il y en a 7, si je ne dis pas de bêtises. Et la question peut se poser pour les étudiants qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire plus tard. Pourquoi opter pour un master de droit des affaires? Alors, bien entendu, quand on choisit son master, c'est aussi une affaire, et surtout une affaire de goût. Quelle matière on aime, quelle matière on apprécie, et au contraire, quelle matière on n'aime pas. Mais il faut reconnaître qu'il y a une autre question qui se pose quand on doit choisir son master, c'est où est-ce que ça va m'amener plus tard? Et ça veut dire qu'on doit se poser la question des débouchés et également du niveau de rémunération. Alors, j'en parle parce que c'est quelque chose d'important pour les étudiants, c'est normal, on veut construire son avenir, et justement, est-ce que la formation vers laquelle je m'oriente va me permettre d'assurer mon avenir? C'est une question qui est tout à fait légitime, euh, et pour répondre à cette question, vous avez peut-être ou sans doute vu, si vous avez cherché un petit peu, des articles dans les journaux spécialisés, notamment les journaux économiques, avec des études statistiques qui vous expliquent, par exemple, alors c'est un exemple, la question ne se limite pas à ça, la rémunération des avocats d'une façon générale, et des comparatifs entre la rémunération des avocats en droit des affaires et la rémunération des avocats dans d'autres matières. Et vous le savez, vous en avez entendu parler, vous savez qu'il y a beaucoup trop d'avocats qui ne gagnent pas suffisamment bien leur vie. Et en droit des affaires, on a un niveau de rémunération qui est de façon comparativement qui est plus élevé, des revenus plus élevés. Alors, ceci étant dit, je ne veux pas non plus vous raconter d'histoire en ce sens où ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. En réalité, tout dépend du niveau de l'avocat, de son investissement dans la profession, etc. Donc, je ne vous dis pas, quelqu'un qui va faire droit des affaires aura forcément des revenus extrêmement importants, et celui qui ne fera pas de droit des affaires ne gagnera pas sa vie. L'implication personnelle, les qualités de l'avocat rentrent bien entendu en compte. Mais c'est vrai que globalement, quand on reprend ses études, on s'aperçoit que avocat en droit des affaires, c'est quelque chose qui rémunère mieux que avocat dans d'autres matières. Voilà, donc ça peut être un élément important pour la suite, et puis ça peut le devenir encore une fois, puisque nous avons chaque année des demandes d'avocats ou d'autres juristes d'ailleurs qui veulent se réorienter, qui ont fait une première spécialisation et qui se rendent compte que cette spécialisation ne leur permet pas de leur assurer un niveau de vie
qu'ils vont juger suffisant, et donc ils veulent une formation complémentaire, et ils se tournent dans ce cas-là souvent vers des formations de droit des affaires. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent y avoir accès, ça c'est une autre question dont on parlera après. Mais ça, c'est vrai, c'est quelque chose d'important. L'avantage, c'est vrai, du droit des affaires, c'est qu'au niveau des débouchés, et au niveau des rémunérations, c'est quelque chose qui est intéressant. Les débouchés, il n'y a pas que la profession d'avocat, on va y revenir par la suite, il y a beaucoup d'autres débouchés. Ça aussi, c'est important en comparaison avec d'autres matières. Il y a des matières où, si vous n'êtes pas avocat dans votre spécialité, bon, il peut rester un ou deux concours, mais finalement, il n'y a pas énormément de débouchés. Alors qu'en droit des affaires, finalement, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne sont pas avocats. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intérêt général d'opter pour un master de droit des affaires. Maintenant, je vais laisser la parole au bâtonnier Philippe Duprat pour vous présenter un petit peu l'historique, la naissance, l'essence même du master ingénierie juridique et financière des sociétés, pour la bonne et simple raison que c'est lui qui a créé, il y a maintenant plusieurs années, avec le professeur Bernard Saint-Ourens, ce master, qu'il en a eu l'idée. Et donc, je pense que c'est lui qui le plus à même de vous faire cette présentation historique et de vous expliquer quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on cherche à proposer aux étudiants à travers ce master. Donc Philippe, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. D'abord, j'espère que techniquement, à défaut de me voir correctement, vous m'entendez bien et que nous allons pouvoir, sinon dialoguer, du moins communiquer dans de bonnes conditions. Alors, je profite de cette réunion pour d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ce qui, pour beaucoup, est un objectif qui est d'intégrer ce master. J'en profite pour ici publiquement remercier le professeur Rémy de sa participation, de son implication dans l'organisation, le fonctionnement de ce master, parce que même si je le co-dirige à ses côtés, il faut bien reconnaître que les arcanes administratives, financières et techniques de la faculté nécessitent des compétences que je n'ai pas et que lui maîtrise parfaitement. Et puis, le professeur Rémy est quelqu'un, vous le savez déjà, mais je tiens aussi à le dire publiquement, d'éminemment compétent et d'éminemment sympathique, et vous auriez vraiment tort de ne pas vous intéresser à ce master. Alors, comment ce master est-il né? Il est né d'une idée que j'ai eue à l'époque, puisque vous le savez peut-être, ou en tout cas je veux le dire, il y a 12 ans, en 2008-2009, j'ai exercé les fonctions de bâtonnier du barreau de Bordeaux, c'est-à-dire le grand chef des avocats pendant 2 ans, et j'avais un certain nombre de projets, et notamment comme projet de rapprocher de manière aussi efficace que possible, sur des modalités totalement nouvelles, le monde professionnel, c'est-à-dire les avocats, du monde universitaire. Et il y avait à cela 2 raisons très simples que vous pouvez tout à fait deviner. La première, c'est qu'on ne peut pas être avocat sans être passé par l'université. Alors même si aujourd'hui il y a des chemins de traverse et des chemins indirects pour devenir avocat, j'ai toujours considéré publiquement et très clairement que c'était une erreur. On ne peut pas être un praticien avant d'avoir été un bon étudiant à la faculté et d'avoir été un bon théoricien. Donc on ne peut pas être avocat sans avoir de lien avec l'université. Et puis la deuxième raison, c'est que les relations entre l'université et le monde de la pratique ont toujours été conçues sur un mode qui était finalement assez distant. On voulait bien travailler ensemble, mais chacun finalement dans son coin, chacun avec ses présupposés, chacun avec ses a priori. Et globalement, ce n'était pas satisfaisant parce que l'université considérait que la pratique, c'était en quelque sorte un sous-produit de ce qu'elle avait fabriqué pendant des années, et la pratique considérant que l'université était des gens qui étaient souvent des géos trouve-tout, mais qui en pratique n'étaient pas opérationnels. Donc il fallait absolument revenir sur cette conception, et il fallait que l'on arrive à trouver des modalités de fonctionnement qui soient beaucoup plus efficaces, où chacun apporte véritablement à l'autre. Et donc, j'ai rapidement eu l'idée de créer cette formation. Je me suis adressé à un ami de longue date qui est le professeur Bernard Saint-Ourens, qui, lui, à l'époque, était très impliqué dans le monde du notariat, qui connaissait donc ces relations entre l'université et un monde professionnel, et les rapports d'amitié aidant, c'est souvent comme ça que ça se passe, nous avons imaginé tous les deux la création de ce diplôme fondé sur des idées simples. Premièrement, un enseignement qui fasse appel à autant d'universitaires que de praticiens.
Et dans cette mixité des enseignements, on pourrait assez facilement, c'est du moins comme ça qu'on avait vu les choses, établir un mode de fonctionnement assez original. Deuxième idée, faire en sorte que ce diplôme corresponde à une approche aussi pratique que possible des choses. Et dans la pratique, vous le verrez, même si vous êtes spécialiste d'une question donnée, que ce soit en droit des affaires, en droit pénal, droit du travail, droit de l'environnement, c'est une vue de l'esprit de penser que l'on ne peut exercer sa spécialité qu'en étant cantonné à cette spécialité. Moi, je fais du droit des sociétés, c'est ma spécialité, mais je ne fais pas ça sans connaître le droit des obligations, sans connaître le droit du travail, sans faire un peu de droit fiscal, sans connaître le droit comptable, sans avoir des notions, enfin plus que des notions, sans avoir une pratique des régimes matrimoniaux et du droit des successions, parce que dans la pratique, il y a une transversalité qui est absolument indispensable et qui est le fondement de toute chose. C'est un peu comme en matière de médecine, vous vous faites opérer par le gastro-entérologue, mais s'il ignore toute la manière dont la circulation sanguine s'effectue, vous n'allez pas survivre très longtemps, ni dans de bonnes conditions à ces opérations. Donc, il faut absolument avoir présent à l'esprit que la transversalité des choses et des savoirs est quelque chose d'absolument indispensable. Et ce diplôme a été conçu autour et en tenant compte de cette idée. Ce qui nous a amené à concevoir un programme autour d'une question simple, c'est comment fait-on en pratique pour traiter intégralement une opération qui, en l'occurrence, est celle de l'acquisition d'une société ou de la transmission d'une société par voie de vente de ses titres sociaux notamment. Et partant de ce constat, partant de cette préoccupation, on a conçu un enseignement qui est transversal, qui est progressif, qui est organisé autour des éléments qui permettent en pratique d'organiser cette opération, de sorte que ce diplôme, qui va peut-être devenir pour beaucoup d'entre vous, je le souhaite, votre diplôme, est organisé de manière telle que vous aurez très rapidement l'impression que vous participez vous-même à la réalisation de ce type d'opération, comme si vous étiez amené à la réaliser en pratique aux côtés d'un avocat ou tout simplement pour le compte des clients qui ultérieurement vous consulteront. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, enfin qui était nouveau, qui a un peu évolué à l'université parce que j'ai l'impression que beaucoup de diplômes maintenant ont pris cette orientation avec notamment des actions de professionnalisation où l'on voit que de plus en plus on se rapproche de la manière dont les choses sont conçues en pratique et où l'on constate que c'est plus la théorie pour la théorie, mais c'est vraiment l'application des choses. Et puis, on a voulu que ce diplôme soit ouvert à la pratique, qu'il soit ouvert à la pratique, ce qui a généré une organisation particulière. C'est en cours du soir, à des horaires qui sont inhabituels pour des étudiants, inhabituels pour les universitaires, mais finalement tout le monde trouve que c'est très bien et tout le monde s'y fait. Et puis ceux qui s'y font pas, ils s'adaptent parce que c'est comme ça que les choses se passent en pratique, et ce qui explique que vous ayez beaucoup d'enseignements qui seront dispensés non pas selon les horaires traditionnels à la faculté, mais le soir de 17h à 20h, les cours du soir étant quelquefois, c'est ce que je dis, des cours du matin, du samedi matin. On a voulu aussi que dans cette perspective pratico-pratique, on puisse accueillir à la fois des étudiants, je vais dire, au cursus classique universitaire, c'est-à-dire ceux qui vont investir ce diplôme après avoir réussi leur 3 ou déjà 4e année de formation et vont poursuivre donc leur formation universitaire, mais aussi des gens qui sont en activité, des avocats, des experts comptables, des juristes, pour faire en sorte que dès la préparation de ce diplôme, les étudiants que vous allez être soient confrontés à une collaboration avec des gens qui, par ailleurs, travaillent. Et puis, toujours dans cette perspective, on a fait en sorte de donner au stage que vous allez devoir réaliser dans le cadre de ce diplôme une importance réelle, puisque ça fait partie de la formation. Il y a un rapport de stage, mais c'est surtout le fait que vous pouvez
tout en suivant votre cursus sur le plan universitaire, vous allez pouvoir tout de suite être à même de voir concrètement, en pratique, dans le cadre de votre stage, ce que ça peut donner, comment les choses sont organisées en pratique, comment les avocats, puisque essentiellement vous allez être en stage dans des cabinets d'avocats, mais pas exclusivement, mais comment en pratique les professionnels organisent leur activité et traitent les dossiers. Voilà, c'est tout cet environnement, c'est l'ensemble de ces objectifs, c'est l'ensemble de ces modalités qui a donné à ce diplôme sa spécificité. Alors au début, avec Bernard Saint-Ourens, le professeur Bernard Saint-Ourens, on a commencé avec quelques bouts de ficelle, avec des promotions qui n'étaient pas très importantes. Et puis, les années passant, aujourd'hui, on a des étudiants qui envisagent d'être sélectionnés pour rentrer dans ce diplôme, qui arrivent comme vous l'a dit le professeur Rémy, de la faculté de droit de Bordeaux, mais de toutes les facultés françaises. Il y a des facultés étrangères qui sont intéressées, des étudiants étrangers que l'on accueille volontiers, non pas parce qu'ils sont étrangers, mais tout simplement parce qu'ils ont le niveau requis pour entrer dans ce diplôme et que l'on accueille avec grand plaisir. Et tout ça marque la notoriété du diplôme. Qui petit à petit s'est construite de manière sérieuse, sans faire de bruit, mais efficacement. De la même manière, puisque je reste encore impliqué dans l'organisation professionnelle du barreau de Bordeaux, au moins par certaines initiatives et sous certains aspects, je puis vous assurer que les gens qui sont diplômés de notre master représentent, bon, c'est peut-être désagréable à entendre dire, mais c'est comme ça, représentent une réelle valeur marchande, si je veux dire, sur le marché des avocats. C'est une formation qui est recherchée, qui est attractive pour les cabinets et qui permet d'être recruté comme collaborateur avec un a priori favorable. Alors après, dire que si vous êtes diplômé de ce master, vous allez automatiquement réussir au concours d'avocat, la réponse c'est non. Automatiquement trouver un emploi de collaborateur ou une structure d'accueil si vous réussissez les épreuves de ce diplôme dans la profession d'avocat, la réponse est non. Mais vous allez vous donner des chances supplémentaires d'accéder à l'exercice effectif de la profession. Pour le surplus, si vous me demandez quelle est mon opinion sur l'évolution de la profession d'avocat depuis quelques années, je suis très pessimiste parce qu'on voit un certain nombre d'orientations qui, personnellement, ne sont pas du tout celles pour lesquelles j'ai prêté serment il y a très longtemps. On ne va pas dire combien, mais je vais quand même vous le lire. J'ai prêté serment le 17 janvier 1984. La plupart d'entre vous, et même la totalité d'entre vous, n'étiez pas nés. Donc, c'était au siècle dernier. Je ne vais pas vous raconter ni ma vie ni ma guerre, mais ce n'était pas du tout la même ambiance, la même façon de faire. Et je puis vous assurer que je ne suis pas le partisan de ceux qui disent que c'était mieux avant. Mais les choses ont changé. Et je ne suis pas sûr que sur tous les plans, elles aient changé à l'avantage de la profession d'avocat. Donc, le seul fait d'acquérir les connaissances et d'être diplômé de ce master constituera pour vous quelque chose de supplémentaire pour entrer dans la profession d'avocat, mais ne vous faites quand même pas trop d'illusions, c'est pas le sésame absolu, et c'est pas parce que vous serez diplômé de ce master que, ipso facto, vous allez engager une carrière d'avocat d'affaires super bien rémunérée. Mais j'ajoute toujours que si à titre collectif, il y a quelques difficultés, il y a quelques problèmes parce qu'il y a le nombre, l'organisation, les méthodes de la profession qui ont fondamentalement changé, ne vous découragez jamais à titre individuel de faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie d'entrer dans ce diplôme sous réserve que la sélection ait la même opinion que vous, eh bien faites-le, devenez avocat et si vous êtes compétent, si vous travaillez, vous réussirez et vous exercerez la profession d'avocat. Voilà, grossièrement, ce que l'on peut dire concernant l'organisation de ce diplôme. C'est aussi pratique que possible. C'est adossé au traitement en réalité d'un vrai dossier, même si on le présente de manière parfois un peu théorique, mais c'est adossé à la manière dont nous traitons dans nos cabinets
les dossiers qui vont vous préoccuper. Ça apporte une vraie connaissance et une vraie plus-value. C'est fondé sur la transversalité des choses, sur la complémentarité des enseignements, et c'est systématiquement en lien avec votre activité dans le cadre du stage, dont il apparaît qu'il n'est pas très difficile de le trouver, puisque nous n'avons jamais eu d'étudiants qui aient été, de ce point de vue-là, laissés sur le bord du chemin. Les stages se trouvent, il faut le dire, finalement assez facilement, peut-être plus que dans d'autres masters ou dans d'autres formations. Voilà, c'est simple, c'est clair. Après, ça reste un diplôme universitaire, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut travailler. Il faut travailler par soi-même, il faut travailler à côté, il faut compléter ce que les enseignants vont vous donner comme piste de réflexion. C'est pas de la retranscription pure et simple de notes de cours que l'on attend. C'est un diplôme de 3e cycle. C'est à vous de valoriser les enseignements qui vous seront dispensés par des professionnels et par des universitaires. C'est à vous de construire aussi votre diplôme. N'oubliez pas que c'est un diplôme que l'on qualifiait, je vais dire, à mon époque, de mon temps de 3e cycle. Donc, vous n'êtes plus les primo-arrivants dans l'université, vous avez une expérience d'étudiant à l'université, vous savez ce que ça représente que d'être dans 5e année de droit, donc ça nécessite forcément un investissement de votre part. Mais je crois que la démonstration dans le temps a été faite de l'intérêt de ce diplôme, de son caractère novateur. Et je crois pouvoir dire que si au départ, ce diplôme a été regardé, alors parfois avec un peu de condescendance, aujourd'hui, ensuite avec un peu de curiosité, ben aujourd'hui, c'est avec un peu d'envie. Et je ne suis pas mécontent que le temps ayant passé, nous soyons passés de la condescendance à l'envie, ce qui n'est jamais en réalité rien d'autre que le fait que l'on a peut-être parfois tort d'avoir raison trop tôt. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, juste pour conclure, ce que je fais, alors moi je ne suis pas proprement parlé universitaire, mais ça fait 35 ans que je suis à l'université. Je n'ai jamais quitté l'université en pratique, mais ça fait 35 ans que je suis chargé d'enseignement, ce qui d'ailleurs sur le plan juridique mériterait de savoir si un jour il ne faudrait pas que je demande une titularisation quelconque. Je pense que ce serait amusant. Mais ce que je fais là, en ce qui me concerne, je le fais parce que j'aime le faire. Et je n'ai pas peur de dire que j'aime les étudiants auxquels je m'adresse, et je le fais pour eux en essayant de leur apporter ce qui, à mon époque, nous manquait, c'est-à-dire une vision concrète de ce à quoi peuvent mener des études supérieures, en l'occurrence en droit, parce que c'est ma formation et ma spécialité, entre guillemets, mais ce à quoi peut mener un parcours universitaire avec un objectif pour mettre les choses en pratique. Je crois que c'est l'essentiel, c'est savoir où on va, et j'ai le très net sentiment que dans ce diplôme, on vous l'indique très clairement où l'on va, comment on va et avec qui on va. Donc c'est tout ce que vous aurez si vous êtes sélectionné. Alors il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais les choses sont ainsi, la sélection fait partie de la vie, ne l'oubliez jamais, et soyez assurés que dans la profession d'avocat, la sélection, 40 ans après, elle se fait tous les matins quand vous arrivez au bureau. Donc c'est une habitude à apprendre et à ne jamais quitter, sauf le jour où l'on part à la retraite. Mais ce n'est pas encore tout à fait mon cas, et c'est assurément pas le vôtre. Donc voilà, donc bienvenue. Tout est fait pour vous accueillir, et d'ores et déjà, bon vent à tous ceux qui passeront la sélection. Voilà, si vous avez des questions, moyennant mes modestes connaissances et le secours de la technique, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, Philippe, ce que je pouvais dire, en te remerciant une nouvelle fois de ton implication, parce que je le dis très clairement, tous les universitaires, quel que soit par ailleurs leur talent, leur qualité, leurs compétences, n'ont pas la volonté de se rapprocher comme tu le fais, comme le professeur Bernard Saint-Ouen l'a fait, et d'autres universitaires le font. Et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, Philippe. Alors, j'insisterai sur un ou deux points concernant la présentation du bâtonnier Duprat. C'est tout d'abord
vraiment, ce qu'il vous a expliqué, c'est que ce diplôme n'est pas né d'une lubie universitaire en disant bah, je suis spécialiste de telle ou telle matière et donc je vais créer un diplôme, peu importe vers quoi il mène. C'est tout l'inverse, encore une fois. C'était un besoin pratique qui a conduit à la création de ce diplôme. Et une volonté de proposer une formation qui assure, qui débouche sur effectivement une profession, sur un besoin en tout cas exprimé par la profession. Alors ça, c'est très important. Alors, si je peux me permettre de t'interrompre pour compléter pour les étudiants, dans le même temps et à la même époque et pour les mêmes raisons et sur le même modèle intellectuel, on a créé avec Bernard Saint-Ouen le DJCE à Bordeaux, où on était parti d'un constat alors absolument ahurissant. Il y avait un DJCE à Toulouse, il y en avait un à Poitiers, qui d'ailleurs historiquement je crois était le premier, et il n'y en avait pas à Bordeaux. Donc, il n'était pas envisageable que ce qui était déjà une excellente faculté de droit privé en France, voire la première après l'université au centre générique du terme de Paris, n'ait pas son DJCE, et on l'a créé sur, les mêmes principes, alors après en adaptant en fonction de ce que requiert le DJCE, mais avec le même état d'esprit. Et pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà le DJCE ou qui ambitionnent de l'avoir ou qui connaissent des camarades qui l'ont déjà eu, vous verrez, vous les interrogerez, vous verrez que c'est exactement le même état d'esprit qui nous a animés et ça fonctionne très bien. Alors, j'allais effectivement en parler de cette création du DGCE, parce qu'il faut effectivement savoir que derrière donc la création du master ingénierie juridique et financière des sociétés, derrière la création du DGCE, vous avez le bâtonnier du Prat qui s'est impliqué euh, au sein de la faculté pour créer, développer des diplômes vraiment de qualité et qui sont reconnus aujourd'hui au niveau national. Et c'est honnêtement à lui qu'on le doit aujourd'hui. C'est très important. L'université, la faculté, pas forcément toujours très reconnaissante, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été un acteur essentiel dans la vie de la faculté, puisqu'aujourd'hui encore, il participe, il intervient d'ailleurs dans d'autres masters de l'université, et c'est vraiment quelqu'un qui a réalisé des apports essentiels pour l'université, et on le voit honnêtement dans de très nombreux diplômes de cette université. Et c'est souvent quelque chose qu'on reproche d'ailleurs à l'université, d'être éloigné de la pratique. Là, il faut reconnaître que c'est la pratique qui est venue à l'université, notamment par l'intermédiaire du bâtonnier du Prat, et qui finalement crée une véritable plus-value dans les diplômes que j'ai pu citer. Et ça, on le doit vraiment depuis maintenant un certain nombre d'années au bâtonnier du Prat. Alors, je vais revenir sur d'autres points d'ailleurs que le bâtonnier du Prat a pu vous exposer. Peut-être que pour commencer, là, je vais vous dire quelques mots finalement pour savoir ce qu'est l'ingénierie juridique et financière des sociétés. Euh, je vais vous dire quelques mots concernant ces termes parce que récemment, il y a des étudiants qui m'ont dit que bah, ces termes au début, surtout pour les étudiants qui sont en licence 3, ce sont des termes qui peuvent rebuter, qui peuvent faire peur parce que finalement, on ne sait pas, ça a l'air compliqué, etc. Où est-ce qu'on va y aller ou pas, ça a l'air compliqué, on n'a pas envie d'y aller. Alors c'est vrai qu'en licence 3, on n'a pas fait toutes les matières et finalement, vous pouvez vous dire que vous avez fait peu ou pas d'ingénierie. En réalité, vous en avez fait un petit peu, vous avez abordé certaines matières sans vous en rendre compte, selon que vous soyez en L3 ou en Master 1. Alors, en quelques mots, comment on peut définir l'ingénierie juridique et financière des sociétés? C'est la matière, la spécialité qui a pour objet, on va dire, les techniques, les opérations qui sont relatives au développement économique, au développement financier des sociétés. Alors, il y a d'autres termes qui sont utilisés, qui sont beaucoup plus à la mode et qu'on n'a pas repris, peut-être que c'est fait exprès. On va parler de M&A, on va parler aussi de FUSAC, de fusion-acquisition. Donc, vous avez des diplômes qui utilisent ces termes. Et donc, c'est le cas, mais on est resté sur finalement les termes ingénierie juridique et financière des sociétés pour un certain nombre de raisons. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça comprend? Ce sont des choses que vous avez vues, sans doute pas en cours, mais dans l'actualité économique, etc. Ce sont des choses que vous connaissez. Ça concerne bien entendu les sessions de contrôle des entreprises. Et il faut bien comprendre que quand vous décidez de participer à une session de contrôle d'entreprise, c'est une opération extrêmement importante, extrêmement lourde. Parce que c'est une opération qui va s'étendre en amont et en aval. En amont, vous avez des audits pré-acquisition qui vont prendre beaucoup de temps et mobiliser beaucoup de ressources. Vous avez ensuite un travail colossal concernant la rédaction d'actes. Et puis, comprenez bien que tout ça, ça nécessite beaucoup de négociations, ce qui fait que une session d'entreprise, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça peut prendre énormément de temps. Vous avez la session de l'entreprise et puis vous avez le financement de cette session. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire.
notamment pour savoir qui investit. Est-ce que c'est un entrepreneur individuel, un entrepreneur classique? Est-ce qu'il aura besoin de financement spécifique accordé par les banques? Est-ce qu'on aura au contraire des acteurs dépendants du capital investissement? Est-ce qu'on aura recours à des opérations financières spécifiques comme le LBO, etc. Donc là, encore une fois, énormément de choses à dire, à étudier. Dans ce diplôme, on étudie aussi ce qu'on appelle couramment les opérations de haut bilan, c'est-à-dire des opérations spécifiques comme, alors, vous allez en entendre parler cette année en droit des sociétés, comme les opérations sur capital, également les émissions d'obligations, les émissions de valeurs mobilières complexes notamment, et puis d'autres techniques qui permettent de financer la société, comme par exemple les comptes courants d'associés. Il sera également nécessaire d'étudier dans ce diplôme, et ce sera quelque chose de vraiment développé en Master 2, les opérations de restructuration et de croissance externe, c'est-à-dire, très concrètement, les opérations de fusion essentiellement entre sociétés, également, pourquoi pas, les opérations de scission ou encore d'apport partiel d'actifs. Alors maintenant, le diplôme ne se limite pas à ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que oui, le juriste, il intervient sur des opérations spécifiques et complexes concernant la vie des sociétés, mais finalement, le juriste, c'est aussi comme une sorte de médecin. Votre médecin, vous allez le voir quand vous avez un problème de santé spécifique et il fait ce qu'il faut à ce moment-là, mais votre médecin vous suit également de façon continue tout au long de l'année. Mais finalement, c'est la même chose pour le juriste et une société, elle a besoin d'un juriste qui intervient, en tout cas quand elle a une certaine taille, pour organiser, participer aux assemblées générales annuelles, participer à la gestion des informations, alors au sein de la société ou à l'égard des tiers, etc. Ce qui fait que vous avez une sorte d'apport continu du juriste auprès des sociétés, en tout cas des sociétés d'une certaine taille. Et bien entendu, dernier point important, et ça se traduit en termes de formation en Master 1 et en Master 2, il y a par rapport à toutes ces opérations, mais des questions de fiscalité qui sont absolument indispensables, il faut les maîtriser, d'où des cours spécialisés en fiscalité, en Master 1 et bien entendu en Master 2. Ça veut dire que toutes ces opérations dont je viens de vous parler, enfin, très rapidement, encore une fois, vous comprenez bien que c'est un secteur qui va brasser énormément d'argent, beaucoup d'argent en jeu, et donc on a besoin de spécialistes extrêmement compétents. C'est là l'intérêt, mais encore une fois, il faut avoir la compétence nécessaire pour pouvoir intervenir dans ces secteurs. L'à peu près n'est pas autorisé, n'est pas toléré. Je reviens maintenant sur un point qu'a évoqué le bâtonnier Duprat, c'est la pluridisciplinarité de la matière. C'est vrai qu'on est dans un domaine spécialisé, mais il faut bien comprendre que quand on intervient dans ce domaine, eh bien, on intervient sur des opérations qui accueillent des juristes, mais pas uniquement. D'autres professionnels vont nécessairement intervenir. Vous aurez donc des auditeurs dans des secteurs spécialisés, des experts comptables, des analystes financiers qui participent à la même opération. Dans certaines hypothèses, vous aurez une concurrence entre ces différents professionnels, mais il faut quand même le dire, la plupart du temps, ils sont obligés de travailler ensemble. Et puisqu'ils doivent travailler ensemble, il faut que chaque professionnel, dans sa spécialité, ait malgré tout une bonne compréhension de l'opération dans sa globalité et donc de l'intervention des autres professionnels. C'est pour ça que, concernant le diplôme, c'est un diplôme qui est juridique, mais il est nécessaire que les étudiants aient une bonne connaissance des aspects financiers, des aspects comptables des opérations pour pouvoir travailler, encore une fois, par exemple, avec un expert comptable et comprendre ce que veulent faire les experts comptables et comment traduire tout cela d'un point de vue juridique. Cette pluridisciplinarité se traduit aussi d'un strict point de vue juridique. C'est-à-dire que, oui, vous allez plus tard apprendre, travailler sur des opérations extrêmement précises. Ça, c'est quelque chose de certain. Mais même si vous devenez un spécialiste, et le bâtonnier Duprat a vraiment insisté sur ce point, vous devez maîtriser d'autres matières qui pourraient vous sembler extérieures, secondaires, qui ne le sont pas du tout. Alors, je pense avant tout au droit des obligations. Et de mon point de vue, le droit des obligations, le droit des contrats, le régime général de l'obligation, c'est le cours le plus important du cursus juridique. Et ceux qui nous suivront, vous verrez en Master 2 que ces cours qui peuvent vous paraître très théoriques en seconde année, eh bien, deviennent totalement pratiques en Master 2, puisqu'on fait application de ces connaissances à des opérations en droit des sociétés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, ce droit des obligations,
droit des contrats, régime général de l'obligation. Également, bien entendu, le droit des contrats spéciaux qui est indispensable, alors le droit des sociétés, c'est évident, mais aussi le droit du financement, parce que ce sont des opérations qu'on doit financer, et donc nécessairement le droit des sûretés. Le droit fiscal, parce que l'aspect fiscal est essentiel dans ces opérations, comment payer le moins possible et comment ne pas subir un redressement. Le droit des entreprises en difficulté, que vous commencerez à étudier en Master 1. Le droit social, bien entendu. Et puis des choses qui peuvent paraître moins évidentes et qui pourtant sont essentielles, le droit patrimonial de la famille, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, sont des choses qu'on doit absolument maîtriser, le droit des incapacités dans une certaine mesure, pour ne pas remettre en cause une opération essentielle sur un élément qui dépendrait du droit de la famille. Voilà. Donc oui, on devient un spécialiste, mais en même temps, on doit être capable de maîtriser d'autres aspects du droit, des aspects assez nombreux. Et c'est ce qui rend, à mon avis, les opérations vraiment intéressantes parce qu'on est amené, encore une fois, à maîtriser, à conjuguer finalement ces différents aspects juridiques. D'un point de vue pratique, je pense aussi que c'est une spécialité qui nécessite à la fois d'assurer la sécurité juridique des opérations. C'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais là, il faut comprendre que vous avez finalement des professionnels qui vont vous dire voilà l'opération que l'on veut réaliser. Traduisez-la d'un point de vue juridique, de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque ou le moins de risque possible. Donc, il faut assurer la sécurité juridique des opérations très complexes qu'on va vous proposer, et en même temps, c'est une matière qui nécessite de la flexibilité, de l'imagination. Vous devez être capable de vous adapter à la stratégie financière de l'entreprise ou des investisseurs. Donc, vous avez vraiment ces deux aspects, imagination et flexibilité pour faire du sur-mesure, pour coller aux attentes de vos clients, et en même temps, être capable d'anticiper les risques qui ne sont pas forcément vus par les clients, et donc d'assurer, quoi qu'il arrive, la sécurité juridique des opérations que vous allez traiter. Ce qui vous donne en pratique des affaires, des cas, effectivement, qui sont extrêmement intéressants à traiter. Alors maintenant, je reviens rapidement sur les principaux débouchés concernant ce diplôme. Le bâtonnier Duprat vous a expliqué, vous a parlé des cabinets d'avocats, et bien entendu, c'est un diplôme qui plaît dans les cabinets d'avocats qui vont être spécialisés en droit des affaires, d'une façon générale, et bien entendu, ceux qui vont être spécialisés en ingénierie juridique, financière et des sociétés, en restructuration, en fusion-acquisition, etc. Mais il faut insister ici sur un point, c'est sur le fait qu'en droit des affaires, on peut trouver du travail sans avoir le diplôme d'avocat. Eh bien, c'est sans doute encore plus vrai pour l'ingénierie juridique et financière des sociétés. Ça me semble essentiel de le préciser ici. Pourquoi ? Eh bien, après la création du diplôme, dans les années qui ont suivi, on a été surpris de voir le nombre de diplômés qui étaient embauchés, parfois rapidement, dans des structures qui ne sont pas des structures juridiques, c'est-à-dire dans des cabinets d'audit ou des cabinets d'expertise comptable. Et on s'aperçoit que ces professionnels, qui ne sont pas des professions juridiques, ont en revanche un gros besoin de compétences juridiques. Et ce sont des professions qui ont les moyens financiers de proposer des contrats de travail très intéressants à des juristes spécialisés. Ce qui fait une sorte de concurrence, d'ailleurs, pour certains cabinets d'avocats, parce que vous avez des avocats qui, finalement, préfèrent devenir salariés d'un cabinet d'experts comptables, etc., alors même que ça se passait bien, finalement, ils préfèrent suivre cette voie et avoir un contrat de travail très bien rémunéré. Donc ça, c'est une véritable possibilité de trouver un travail plus tard. On n'est pas obligé d'être avocat, bien loin de là. Donc, si on veut proposer une petite liste, mais qui n'a rien d'exhaustif, il y a donc ces cabinets d'expertise comptable encore une fois, de plus en plus, on s'aperçoit que les anciens étudiants s'orientent vers ces cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'audit aussi. Bien entendu, les directions juridiques et financières des entreprises sont intéressées par ce type de diplôme. On pourrait citer d'autres professions. On peut chercher du travail au niveau des acteurs du capital investissement. Alors, ça fait l'objet de cours spécifiques au sein du Master 2. Ce champ particulier avec les acteurs du capital investissement. Et puis, bien entendu, dans les banques, on peut trouver du travail parce qu'il faut comprendre que, alors vous le verrez en Master 1, dans les banques, vous avez un monopole bancaire sur un certain nombre d'opérations, mais les banques sont également autorisées à titre d'activité connexe, elles sont autorisées à exercer certaines activités, dont le secteur de l'ingénierie juridique et financière. Et il faut comprendre que les banques sont extrêmement présentes dans ce secteur,
notamment avec les conseils, les financements structurés, l'intervention dans les restructurations d'entreprises, etc. Vous avez des banques qui sont extrêmement présentes et qui ont là aussi besoin de juristes spécialisés dans la matière. Alors, je ne vous raconterai pas d'histoire et je reprendrai finalement ici le propos du bâtonnier Duprat. C'est-à-dire que votre réussite dépendra de ce que vous en ferez, de votre niveau. Mais c'est vrai que vous avez ici des possibilités importantes, des débouchés importants, en sachant d'une façon générale qu'on n'est d'ailleurs jamais totalement prisonnier de son diplôme. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui ont fait le master et qui se sont orientés vers d'autres secteurs du droit des affaires, et même parfois vers des postes qui ne sont pas proprement parlés juridiques, mais le diplôme leur a ouvert des postes très intéressants dans des grandes entreprises. Alors, je voudrais, par rapport à tout ça, maintenant évoquer une question que se posent les étudiants de licence 3. Alors maintenant, on a un petit peu de recul, donc je peux anticiper cette question-là. Et la question, ce serait de savoir, la première question, savoir, est-ce que le diplôme, finalement, n'est pas trop spécialisé? Alors, je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que sur Bordeaux, vous avez en Master 1 un tronc commun entre tous les Master 1 droit des affaires. Je vais y revenir après. Donc, vous avez ce Master 1 qui est généraliste en droit des affaires. Et puis, pour les Master 2, ce que je peux vous dire, c'est que avoir un Master 2 spécialisé, c'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt une bonne chose. Parce qu'avoir un Master 2 généraliste, d'une certaine façon, c'est faire un Master 1 bis, et ça ne permet pas de satisfaire aux besoins des professionnels. Les professionnels aiment avoir un Master 1 spécialisé. Ça ne veut pas dire que plus tard, vous serez forcément professionnel dans cette matière-là, ça ne veut pas dire ça. Mais finalement, se dire qu'en Master 2, on se spécialise dans une matière, ça veut dire qu'on se rapproche des exigences de la pratique, et c'est quelque chose qui est extrêmement bien vu des professionnels. Donc, il ne faut pas hésiter, alors que ce soit pour ce master ou pour un autre, encore une fois, à vous engager vers un Master 2 spécialisé. C'est beaucoup plus porteur d'un point de vue professionnel qu'un Master 2 qui serait généraliste et qui serait finalement un Master 1 bis. Voilà. Donc, les professionnels attendent des spécialisations en Master 2. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, les limites de cette spécialisation, encore une fois, mais on l'a déjà dit, c'est que finalement, même si vous êtes un spécialiste, vous avez besoin d'une formation généraliste. Et ce que vous avez vu durant toutes vos années, le droit des contrats, le droit des obligations, le droit des sûretés, etc., ce seront des choses dont vous aurez besoin dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors, maintenant, je vais peut-être rentrer un petit peu dans les détails sur le contenu de la formation. Formation en Master 1 et formation en Master 2. Puis après, on évoquera la question la plus importante pour vous, c'est la question de la sélection. Alors, concernant la formation en Master 1, je viens d'en parler. Alors, vous avez sans doute accès aux maquettes de diplôme sur le site de la faculté. En Master 1, encore une fois, on est resté sur l'idée d'un tronc commun, c'est-à-dire que tous les Master 1 droit des affaires de Bordeaux sont réunis en amphithéâtre, ont leurs cours en commun. Bien entendu, les cours peuvent varier un petit peu d'un Master 1 à un autre, mais finalement, tous les étudiants restent ensemble en amphithéâtre. Alors, s'agissant du Master 1 ingénierie juridique et financière des sociétés, vous avez des matières fondamentales qui vous sont imposées. Vous allez ainsi avoir du droit fiscal en matière fondamentale durant les 2 semestres de Master 1. Et vous aurez également droit spécial des sociétés en matière fondamentale au premier semestre et procédure collective en matière fondamentale au second semestre. Maintenant, quelques précisions concernant la formation en Master 2. Je vais ici reprendre des éléments qui vous ont été présentés par le bâtonnier Duprat et inciter sur le caractère professionnel, professionnalisant de la formation. Et ce caractère professionnalisant, il est caractérisé à 2 niveaux différents. Alors tout d'abord, au niveau du profil des intervenants. Vous avez beaucoup de très nombreux intervenants professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, on est à beaucoup plus de la moitié, entre la moitié et les 2 tiers des intervenants qui sont des professionnels. Et des professionnels qui sont des spécialistes reconnus des questions abordées. Alors ici, c'est très important de les remercier parce que, comme le bâtonnier Duprat, finalement, ce sont des professionnels qui considèrent qu'ils ont quelque chose à transmettre aux étudiants. Il faut comprendre que ces professionnels, ils ne viennent pas ici enseigner pour gagner de l'argent, puisque finalement, ils perdent du temps et de l'argent plus qu'autre chose. Ils ne gagnent pas d'argent, c'est plutôt l'inverse. Non, ils considèrent cela comme une sorte de mission, et ils viennent, ils sont extrêmement motivés, ils viennent remplir leur mission avec beaucoup de sérieux.
Ça, c'est vraiment important. Alors, pour certains binômes pour certains modules qui sont présentés dans la maquette, eh bien, il y a un travail en binôme, par exemple, un universitaire qui vous donnera une approche un peu plus théorique de la matière et un professionnel une approche plus pratique, même si honnêtement, j'aime pas cette distinction parce que la théorie sans pratique, ça ne vaut rien, et la pratique qui ne s'appuie pas sur un socle théorique suffisamment solide, ça ne vaut rien du tout. Donc, il y a forcément une relation très importante entre les deux, mais vous avez parfois ce binôme qui intervient, un universitaire et un professionnel. Et honnêtement, cette mixité universitaire professionnelle, c'est quelque chose qui est très apprécié par les étudiants tout d'abord, et également par la suite pour les recruteurs potentiels. Parce que voilà, vous avez déjà un pied très important dans la pratique avec les cours qui vous sont prodigués. Ensuite, le caractère professionnel, et là aussi le bâtonnier Duprat vous l'a expliqué, il tient à l'historique du diplôme. Il faut savoir que les premières années, la formation, elle accueillait essentiellement des professionnels, c'est-à-dire des avocats, des experts comptables, des auditeurs, etc. Ce qui fait que, pour cette raison, pour pouvoir accueillir les professionnels, la formation était assurée par des cours de 17h à 20h, des cours du soir, entre guillemets. Et puis, nous accueillions tout de même à l'époque quelques étudiants classiques. Et petit à petit, nous avons formé beaucoup de professionnels sur Bordeaux. Et on nous a également demandé d'accueillir davantage d'étudiants classiques. Donc le master 2, pardon, s'est transformé en master beaucoup plus classique, accueillant des étudiants qui sortaient du master 1. Mais à ce moment-là, l'équipe dirigeante, le professeur Bernard Saint-Ourin et le bâtonnier Duprat, ont décidé de maintenir la même organisation, c'est-à-dire des cours de 17h à 20h ou des cours le samedi matin. Pourquoi? Eh bien, pour permettre aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir être en activité professionnelle toute l'année. Officiellement, enfin d'un point de vue réglementaire, les étudiants en master 2 doivent réaliser un stage ou avoir une activité professionnelle en rapport avec le diplôme de moins de 2 mois, donc c'est le minimum qui est exigé, mais avec des cours de 17h à 20h, les étudiants peuvent choisir d'avoir une activité professionnelle beaucoup plus longue et pourquoi pas toute l'année. Ce qui fait que nous avons des étudiants qui sont en stage, parfois de septembre jusqu'à septembre, c'est quelque chose qui peut arriver. L'intérêt, c'est que ces expériences professionnelles, soit on peut développer une expérience au sein d'un cabinet particulier, être 6 mois en stage auprès d'un cabinet, etc., ou avoir un contrat de professionnalisation, on va y revenir après, soit on peut choisir au contraire de multiplier les expériences au cours de l'année et de faire un stage de 2 mois ou plus chez un avocat, chez plusieurs avocats, chez un mandataire liquidateur, chez un expert comptable, un analyste financier, etc. Donc, on peut multiplier les expériences afin de découvrir pendant l'année plusieurs métiers, afin de peut-être pouvoir choisir sa voie à l'avenir, et puis aussi de comprendre comment fonctionnent ces professionnels avec lesquels on aura sans doute à travailler plus tard. Vous avez aussi certains étudiants qui choisissent d'être en stage, par exemple de septembre jusqu'à janvier, février, mars, ça varie selon les étudiants, pour ensuite pouvoir préparer de façon active le concours d'avocat lors du second semestre. Alors, ils vont en cours de soi, bien entendu, mais ils ont fini leur stage et donc ils suivent une préparation où ils préparent seuls le concours d'avocat pour le mois de septembre. Ce qui fait que vous voyez, il y a une grande flexibilité qui est mise à disposition des étudiants et ça leur permet de s'adapter à leurs désirs. Est-ce qu'ils veulent davantage d'expérience professionnelle et ça leur permet de sortir du Master 2 avec non seulement un Master 2, un diplôme, mais également, pourquoi pas, jusqu'à 1 an d'expérience professionnelle, ce qui n'est pas rien. Ou alors, d'avoir une première ou des expériences professionnelles pendant le premier semestre et ensuite de préparer le concours de façon très sérieuse et de le présenter dans de très bonnes conditions au mois de septembre. Donc ça, c'est quelque chose d'important et de vraiment apprécié par les étudiants. Alors ça leur fait des grosses journées quand on est en stage toute la journée qu'après on va en cours le soir. Ça fait effectivement des grosses journées, mais je vous promets que même si c'est quelque chose pas de difficile, mais effectivement d'important pour les étudiants, un changement de rythme en tout cas très important parce qu'ils rentrent vraiment dans le monde professionnel. C'est quelque chose qu'ils apprécient fortement justement de pouvoir dès le Master 2 être dans le monde professionnel. Et j'insisterai enfin sur un point par rapport à cet aspect professionnel. Depuis la rentrée 2020, on propose aux étudiants qui le souhaitent et qui trouvent de bénéficier d'un contrat de professionnalisation, ça veut dire un contrat sur une plus longue durée et mieux rémunéré qu'un stage. Alors, il faut bien entendu trouver une entreprise qui vous accueille dans le cadre de ce contrat de professionnalisation. C'est quelque chose qui est facilité parce qu'encore une fois, avec des cours de 17h à 20h, on peut être avant en entreprise.
Et puis, une petite nouveauté, à partir de la rentrée de septembre, nous allons mettre en place une possibilité pour les étudiants qui seraient justement en contrat de professionnalisation, mais qui auraient trouvé un contrat de professionnalisation peut-être un peu trop loin, de suivre les cours en visioconférence. Donc, on peut ainsi avoir un contrat de professionnalisation dans la région, mais un peu plus loin, ou alors sur Paris ou dans une autre région, si on trouve quelque chose de très intéressant, et également suivre les cours en visioconférence. Voilà. Donc, ça va faciliter la recherche de contrats de professionnalisation pour les étudiants qui trouveraient une opportunité professionnelle ailleurs que sur Bordeaux. Et cette possibilité de recourir à la visioconférence, ça va permettre également aux professionnels qui désireraient suivre le Master 2 en formation continue et qui ne seraient pas sur Bordeaux, de faire de même, de le suivre par visioconférence. Donc là, ça permettrait de donner un élan supplémentaire au diplôme. Alors maintenant, je pense que, avant de prendre vos questions, il est temps de vous donner quelques éléments concernant la sélection. La sélection, parce que c'est ce qui est le plus important pour vous. Alors, quelques mots très rapides sur la sélection en Master 2. Vous le savez, désormais, on est sélectionné à la fin de la licence 3, donc on est sélectionné et pour le Master 1 et le Master 2. Donc, vous venez en Master 1, si vous validez votre Master 1, automatiquement, vous êtes pris en Master 2. Ce qui veut dire que les étudiants qu'on va trouver en Master 2, ce seront ceux qui auront été sélectionnés en Master 1. Alors, il demeure une procédure de sélection à l'entrée en Master 2, mais qui est quelque chose qui tend à devenir exceptionnel. C'est-à-dire, par exemple, un étudiant qui pense qu'il s'est trompé d'orientation et qui souhaiterait rejoindre le Master 2 ingénierie juridique et financière des sociétés, il y a une possibilité théorique de demander une réorientation, alors au sein de la faculté ou d'une faculté à une autre faculté. C'est quelque chose qui est possible. Également, le Master 2, il reste pour nous accessible aux professionnels qui souhaiteraient, dans le cadre de leur profession, compléter leur formation et rejoindre le diplôme. De la même façon, on a eu des avocats qui, dans le cadre des élèves avocats, qui, dans le cadre de leur projet pédagogique individuel, leur PPI, ont rejoint le Master 2, ont effectué leur PPI au sein du Master 2, c'est quelque chose qui est possible. Et puis, on pourrait imaginer des étudiants qui ont déjà eu un Master 2, qui ont déjà une formation et qui souhaiteraient ajouter une spécialité et là aussi faire une demande en Master 2. Alors, tout ça, ce sont des choses qui sont possibles. Ça ne se traduira pas par un bouleversement en termes d'effectifs, mais ce sont des choses qui sont possibles. Alors maintenant, je passe à ce qui est essentiel pour vous, c'est la question de la sélection à la fin de la L3 pour les 2 années en master. Ça fait 2 années maintenant qu'on doit recruter, sélectionner les étudiants au moment de l'entrée en master. Ce qui fait qu'on a 2 années de recul, et c'est la 3e année, donc cette année. On a 2 années de recul, ce qui fait qu'on a un petit peu d'expérience, désormais. Et qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tout ça? Alors, plusieurs choses, encore une fois, ici, j'anticipe peut-être un petit peu vos questions. Je ferai remarquer que trop souvent, on a des étudiants qui se disent qu'ils n'ont aucune chance d'être pris en master, d'être sélectionnés, et qui même ne candidatent pas, ou pas à des masters de qualité, puisque vous avez des masters qui sont plus ou moins demandés, alors qu'en fait, ils ont un dossier tout à fait acceptable et qu'ils pourraient être sélectionnés. Et vous avez l'inverse, vous avez des étudiants qui, honnêtement, ont un dossier qui n'est pas bon du tout, pour rester poli, et qui vont candidater dans tous les masters, et parfois dans toute la France, et bien souvent en vain. Donc, c'est important de savoir s'auto-évaluer, même si je sais que c'est très difficile, pour voir ce à quoi on peut postuler. Concernant le master IJFS, désormais, le master il accueillera 28 étudiants, sans compter les étudiants France Campus qui pourraient venir de l'étranger, et les étudiants qui pourraient s'ajouter en master 2. Alors, ce chiffre, il a augmenté. Au départ, on accueillait 20 étudiants, on est passé à 25 et désormais c'est 28 étudiants, en sachant que, ça c'est quelque chose auquel on tient, c'est que quoi qu'il arrive, on remplira les 28 étudiants. C'est déjà compliqué cette histoire de sélection en Master 1, donc on ne dira pas on n'en prend que 25 parce que les dossiers sont insuffisants, on prendra quoi qu'il arrive les 28 étudiants, donc ça c'est important. Alors, comment est-ce que se passe une sélection? Alors, ce que je vais vous dire, c'est valable à mon avis pour la totalité des masters. Le plus important, c'est le dossier, c'est l'étude du dossier. C'est vraiment l'essentiel. Il faut bien comprendre ça. Alors, l'étude du dossier, pour que ce soit efficace, on va regarder bien entendu vos notes, pour commencer, de la L1 jusqu'au Master 1, jusqu'à la L3, pardon, de la L1 jusqu'au L3. Si vous venez d'une autre faculté, même si vous venez de Bordeaux, il est très important d'obtenir un document avec indication de votre classement.
Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Il faut comprendre que, je parle notamment pour les étudiants qui viendraient d'une autre faculté, qu'il y a des grosses différences de notation d'une faculté à une autre. À Bordeaux, on est connu pour noter de façon assez dure, assez stricte. Et on connaît des facultés, alors, peu importe lesquelles, qui sont beaucoup plus généreuses dans la notation. Et parfois, on peut avoir jusqu'à une différence de 2 points d'une faculté à une autre. Ce qui fait que des étudiants qui viennent de telle faculté avec mention à souhait bien auraient eu une mention passable à Bordeaux. Ce qui fait que les notes ne nous suffisent pas, il faut également avoir le classement. C'est quelque chose de très important. Parce que dans le doute, on se dit, oui, là, on a des notes, mais on sait que cette faculté donne des notes plutôt bonne aux étudiants. Donc, dans le doute, on risque de ne pas sélectionner l'étudiant. Alors, c'est important. Il y a beaucoup de facultés qui le font automatiquement et d'autres, il faut le demander, à avoir pour chaque année le classement de l'étudiant, donc le classement par rapport au nombre total d'étudiants. Et ce que je vous dis est valable pour le master IJFS, mais c'est valable pour tous les masters. Alors, après l'étude du dossier, il y a éventuellement les stages et les expériences professionnelles. Alors, de mon point de vue, les stages, c'est bien, c'est la petite cerise qu'on ajoute sur le gâteau, mais qui ne fera pas le gâteau. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des étudiants qui vont trouver des stages dans des cabinets prestigieux parce que dans la famille, ils ont des connaissances qui vont leur permettre de trouver un stage. Et vous comprenez que finalement, si le stage, on l'a obtenu par les connaissances, ça n'a pas grande valeur. Et à l'inverse, vous avez des gens qui n'ont aucune connaissance dans ce milieu et qui font des demandes, de nombreuses demandes, et qui ne trouveront pas de stage dans un grand cabinet d'avocats. Et puis, vous avez des étudiants qui travaillent pendant leurs études. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas le temps de réaliser des stages. C'est pour ça qu'encore une fois, le stage, de mon point de vue, ce serait vraiment pour départager 2 étudiants qui auraient exactement le même dossier, mais uniquement pour cela. Donc, pas d'inquiétude, si vous n'avez jamais pu faire de stage, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer que vous n'ayez jamais pu suivre un stage. Le stage vous permet de connaître le métier, d'en savoir un peu plus sur ce que vous voulez faire ou pas à l'avenir, mais ce n'est pas ça qui va être prépondérant dans le cadre de votre sélection en master, en tout cas pour le master IJFS. Ensuite, ceux qui ont travaillé pendant leurs études, alors je parle de ceux qui vraiment ont travaillé, ce que je veux dire, c'est que si vous faites du babysitting le samedi soir, je comprends que vous fassiez ça pour financer certaines choses, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un véritable travail. Ceux qui ont vraiment travaillé pendant de nombreuses heures pendant leurs études et forcément ça a impacté leurs résultats, vous avez intérêt à l'indiquer et aussi à joindre les justificatifs. Voilà. Les justificatifs démontrant que oui, vous avez travaillé tant d'heures par semaine, de telle période à telle période, etc. Voilà. C'est des choses que, oui, on peut prendre en compte et c'est normal. Vous ne passez pas les mêmes diplômes quand vous n'avez pas à travailler ou alors que vous avez à travailler 20 ou 30 heures par semaine, ce qui arrive, hélas, pour certains étudiants. Donc ça, il faut l'indiquer et le justifier. Même chose que pour ceux qui auraient eu des problèmes de santé. Là, il faut des justificatifs. Il ne suffit pas de dire j'ai eu des problèmes de santé parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des mauvais résultats. Ils vous disent juste mais j'ai eu des problèmes de santé. Il y en a quand même de très, très nombreux. Voilà, donc des justificatifs pour expliquer le sérieux de vos difficultés de santé que l'on doit dans ce cas-là pouvoir prendre en compte. Ensuite, toujours dans l'étude du dossier, nous sortons, on espère, d'une première phase dans la pandémie où, vous voyez, les cours ont eu lieu en présentiel cette année et ce sera encore le cas à l'avenir. Mais en revanche, vous savez que pour les années passées, tous les examens ne se sont pas toujours déroulés en présentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nécessairement, on fait une distinction selon que les examens ont été passés ou pas en présentiel. Ça ne se passe pas de la même façon, on le sait très bien, nous ne sommes pas naïfs. Ça veut dire que les notes de L3 vont être très importantes, et les notes de L2 et L1, il faut voir ce qui a été passé ou pas en présentiel. Il faut savoir que les facultés mettent à disposition des documents pour expliquer si les matières ont été ou pas passées en présentiel ou en distanciel. L'année dernière, dans les dossiers des facultés hors Bordeaux, j'avais toujours des attestations en ce sens. Donc, n'hésitez pas, si vous avez passé certains examens en présentiel, à joindre les attestations qui seront données par les facultés, parce que, voilà, encore une fois, une très bonne note en distanciel, on ne sait pas comment s'est passé l'examen, est-ce que c'était du contrôle continu, etc. Ce n'est pas la même chose qu'une bonne note en présentiel en 3 heures en amphi. Alors, autre question que beaucoup d'étudiants se posent, est-ce que les facultés privilégient leurs étudiants d'origine? Par exemple, est-ce que Bordeaux privilégie les étudiants bordelais? Je pense que je peux donner une réponse ici pour à peu près toutes les facultés et tous les masters. Oui, mais dans une certaine mesure seulement. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire?
si je prends Bordeaux, on connaît Bordeaux, on sait comment se passent les examens, ce qui fait que si on a des bons dossiers bordelais, eh ben, un dossier équivalent, on va privilégier les dossiers bordelais parce que, encore une fois, on sait ce qu'il en est du déroulement des examens et du niveau à Bordeaux. Donc finalement, on n'a pas de doute. Mais il faut tout de même dire que tous les directeurs de master de France et de Navarre vont faire leur possible pour attirer des bons éléments extérieurs. C'est vrai aussi. Qu'on vous le dise ou pas, c'est vrai. Donc, finalement, ce privilège de la faculté d'origine, il y a une certaine logique, mais ça n'a honnêtement rien d'excessif. Alors là, encore une fois, il faut faire attention, il faut parvenir à s'auto-évaluer. Vous avez des étudiants qui ont finalement bordelais, qui ont un bon dossier, et ils pensent que non, ils n'ont pas le niveau nécessaire, alors que finalement, ils l'ont. Alors là, il faut être capable de bien s'évaluer. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez des facultés qui ont des méthodes de notation très différentes d'une faculté à une autre. À Bordeaux, on note plutôt sec, et il y a d'autres facultés où c'est l'inverse. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et en tout cas, nous, les directeurs de master, au fur et à mesure, on sait à peu près comment notent les autres facultés, et c'est des choses que l'on prend en compte. Ensuite, pour ce qui concerne le cursus d'origine, vous avez des étudiants qui, à Bordeaux, vont venir de la L3 entreprise, bien entendu, mais aussi de la L3 droit privé. De la L3 judiciaire, chaque année, on prend plusieurs étudiants qui étaient en L3 judiciaire. Et pourquoi pas, de L3 international. Vous avez des étudiants qui prennent une spécialité en L3, une première spécialité, et qui décident de se réorienter. Pour nous, ça n'a jamais posé vraiment problème. Voilà, donc ça, c'est important. Il faut aussi expliquer concernant les étudiants extérieurs qui viendraient d'autres facultés. Vous avez des mouvements qui ont toujours existé au niveau national. Alors, j'essaye de m'expliquer. Par exemple, sur Bordeaux, on a toujours eu, même quand c'était la sélection en Master 2, de nombreux étudiants qui viennent des facultés de Pau-Bayonne, par exemple, de La Rochelle, de Limoges. Donc, ça a toujours existé, ça existera toujours, et on a ces étudiants qui viennent, y compris dans le Master et JFS, et vous avez une sorte de préférence légère, mais de préférence parce que c'est quelque chose qui se fait traditionnellement. Les étudiants de ces facultés viennent à Bordeaux, certains bons étudiants viennent à Bordeaux, et c'est quelque chose qui s'est toujours fait très naturellement. Et je dirais qu'on a plus de chances d'avoir ces candidats qui finalement resteront définitivement parce que finalement ils veulent rejoindre une faculté importante comme Bordeaux, mais sans s'éloigner forcément trop de leur région. Donc ça a toujours existé, ça existera encore. Maintenant, on peut aussi prendre des étudiants en provenance d'autres facultés. Alors on a eu l'année dernière, on n'en a pas eu, mais chaque année, on avait jusqu'ici des étudiants qui venaient, par exemple, de Bretagne. J'ai toujours eu beaucoup d'étudiants qui venaient de Bretagne. J'imagine que pour eux, c'est une façon de voir autre chose que leur région, et puis en même temps, de ne pas être trop loin de la mer. C'est quand même agréable de pouvoir aller regarder la mer de temps en temps. Donc voilà. Puis Bordeaux, honnêtement, est une ville très étudiante qui plaît beaucoup. Et qui attire des étudiants un petit peu de toute la France. Ce qui fait que l'année dernière... Alors, combien d'étudiants extérieurs à Bordeaux on prend? C'est extrêmement variable, ça dépend des dossiers, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a 2 ans, par exemple, au final, sur 25 étudiants, on avait 3 étudiants qui n'étaient pas de la faculté de Bordeaux. L'année dernière, sur 28 étudiants, on a eu 9 étudiants qui n'étaient pas originaires de la faculté de Bordeaux. Donc, c'est extrêmement variable d'une année sur l'autre. Je dirais qu'en moyenne, on devrait arriver à 5 étudiants, mais ce serait une moyenne. Ça peut être plus ou ça peut être moins selon les années. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Alors, toujours pour la procédure de recrutement, vous le savez, on devait avoir une plateforme nationale pour sélectionner les étudiants. Et puis, la mise en place de cette plateforme nationale, de cette procédure nationale, a été reportée à l'année prochaine, ce qui fait que cette année, chaque université va conserver sa propre procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à Bordeaux, un étudiant peut présenter 2 vœux. 2 vœux qui, cette année, seront non hiérarchisés, ce qui est une très bonne chose. Alors, il n'y a que 2 vœux, et alors, malgré tout, il faut éviter de se tromper. Il ne faut pas prendre trop de risques. Il faut prendre des risques, pas se dire oh, « j'aurai rien et je vais aller vers les diplômes peut-être les moins demandés », ou se dire « ah, je vais prendre tous les risques et je prends 2 diplômes que je n'aurai pas et finalement, je me retrouverai avec rien ». Il faut doser le risque, effectivement, et être capable de s'évaluer. Ce qui fait que, pour ceux qui sont dans le doute, alors notamment ceux que je connais, il y en a beaucoup qui ont commencé en L3 entreprise et judiciaire et qui m'ont contacté. Donc, on a eu des entretiens. Voilà, il y en a 1 ou 2 à qui j'ai pas encore répondu, mais je vais le faire très vite, d'ici la fin de la semaine. Donc, pour ceux qui sont dans le doute, je peux éventuellement vous donner mon avis sur votre dossier. Alors, d'abord, vous m'envoyez vos relevés, puis après, éventuellement, d'ailleurs, on fait un petit entretien pour discuter de tout ça. Donc, j'ai commencé à le faire avec plusieurs étudiants et je vais encore le faire pendant les mois qui vont suivre. Alors, bien entendu, il faut être
il faut être objectif. Celui qui a redoublé ça L1, ça L2, ça L3, c'est sans doute pas la peine de me contacter, bien entendu. Voilà. Donc, mais pour ceux qui auraient des doutes par rapport à la valeur de leur dossier, et puis même par rapport à leurs aspirations, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai à la fin mon mail, je pense, pour vous donner des coordonnées, afin que vous puissiez me contacter si c'est nécessaire, et pour les étudiants bordelais, et pour les étudiants extérieurs qui viendraient à regarder cette vidéo un petit peu plus tard. Alors maintenant, peut-être qu'on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Alors, il y avait une question qui avait été posée. Est-ce qu'il y a un entretien pour la sélection ou des examens écrits? Alors, des examens écrits, non. Pour la sélection et au niveau des entretiens, voilà comment ça se passe. On reçoit quand même beaucoup de dossiers, donc on ne peut pas accueillir tous les étudiants en entretien. Ce qui fait qu'on fait une première sélection où on voit les étudiants qui sont intéressants ou pas. Et ensuite, les étudiants qui ont des dossiers intéressants, eh bien, là, on fait un entretien Zoom les années précédentes. Alors, on verra si pour les Bordelais, on fait quelques entretiens en présentiel ou si on fait l'ensemble par Zoom. Mais oui, on aura des entretiens, mais pas pour tous les étudiants qui vont candidater. C'est matériellement impossible. Mais oui, il y aura un entretien qui sera fait pour les étudiants qui présentent un dossier intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, en sachant que, au fur et à mesure, j'essaye d'introduire dans ma présentation les questions qui me sont posées année après année par les étudiants. Ça prouve qu'on a été clair et complet, alors. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, Philippe? Non, pas particulièrement, sauf à préciser que ce que l'on appelle spécialisation est quelque chose d'extrêmement précis. La spécialisation n'est pas la situation qui correspond à la compétence que l'on a et qui consisterait à ne savoir faire que ce que l'on fait. La spécialisation, c'est en réalité décliner une très bonne formation générale sur un point particulier. Le spécialiste d'une question donnée, il est peut-être très compétent sur cette question, mais s'il n'a pas autour toutes les fondations nécessaires, en réalité, ce n'est pas un vrai spécialiste. Et moi, je dis assez cruellement que la spécialisation, c'est souvent l'incompétence générale à faire autre chose que ce qu'on sait faire. Alors, ce n'est pas très bien vu, ça je vous le dis tout de suite, mais c'est une stricte réalité. On est un bon spécialiste lorsque l'on est un excellent généraliste. Et on n'est pas un bon spécialiste lorsque l'on connaît une question particulière isolée de tout autre environnement. Alors ça, c'est un problème de la profession d'avocat. Mais je vous conseille que c'est politiquement pas correct de le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est la réalité. Tout à fait d'accord. Et moi, en Master 2, j'arrête pas de dire aux étudiants, et ils s'en rendent compte que finalement, une très grosse partie des enseignements que j'assure, finalement, c'est du droit des contrats, du régime général de l'obligation ou des contrats spéciaux appliqués à la matière. Et finalement, encore une fois, toutes ces choses qui semblaient très théoriques en deuxième année deviennent extrêmement pratiques et on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire d'à peu près. Et donc, il faut absolument maîtriser ces fondamentaux. Donc, on ne peut pas être effectivement on peut être un très bon spécialiste, mais il faut être d'abord un très bon généraliste parce que toutes ces matières s'entrechoquent forcément en pratique. Et si on passe à côté de quelque chose, c'est dramatique. Si par exemple, vous avez une session où vous êtes vraiment le spécialiste, vous avez tout compris, etc., une session d'entreprise, mais vous avez simplement oublié de vérifier le régime matrimonial du cédant ou même du cessionnaire, et que finalement tout cela on peut entraîner la nullité de l'opération. Donc une opération qui aura pris des mois avec de très nombreux spécialistes, et à la fin tout tombe à l'eau parce que là vous n'étiez pas au point, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, vous devez absolument maîtriser de nombreuses autres branches juridiques et être capable, et c'est ça qui est le plus intéressant de mon point de vue, de les coordonner, de les concilier. Concilier le droit patrimonial de la famille et le droit des sociétés, c'est quelque chose honnêtement d'extrêmement intéressant. Voilà, ça participe de la richesse de la matière. Il y avait un professeur à la faculté de droit que vous n'avez peut-être pas connu, mais Philippe et moi, nous l'avons connu. C'était le professeur Auxerre qui disait que le droit est une construction.
Or, pour construire une maison, on a besoin de divers corps de métier, mais on construit une maison toujours dans le même ordre. On commence par les fondations, les murs porteurs, le charpentier avant le couvreur, etc. Et chacun dépend de l'autre dans son domaine de spécialité, mais chaque spécialiste sait exactement quelle est la méthode de construction d'une maison. Le droit, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vous abstraire de connaissances générales, d'une méthode générale. Vous ne pouvez pas oublier que le droit a été essentiellement une matière écrite. La meilleure preuve, c'est que les anglo-saxons qui ont un régime juridique fondé sur la règle du précédent et qui est un droit qui est a priori pas écrit, aujourd'hui, ils écrivent tout, absolument tout, dans des conditions d'ailleurs qui sont telles qu'ils mettent 50 pages pour vous dire ce qu'un bon juriste français dirait en une demi-page, mais tout est écrit. Donc, vous devez aussi avoir un niveau d'écriture et d'expression écrite qui soit absolument impeccable. Verba volant, scripta manent, comme disaient les anciens, et c'est vrai. Et alors ça, c'est quelque chose que l'on vous ressort dans toute action en responsabilité professionnelle contre un avocat. Oui, mais vous avez écrit. Oui, mais vous n'avez pas écrit. Donc, ça fait partie des qualités que l'on regarde et qui seront appréciées pour aussi vous sélectionner. Et c'est un aspect du travail que vous développerez dans le cadre de vos stages. Donc, fini le plan détaillé que l'on remet au professeur, les petites flèches, les petits tirets, les renvois à la ligne. En matière professionnelle, ça n'a aucune consistance, aucune. Donc, ça fait partie aussi de ce que vous apprendrez et ça fait partie de ce que l'on mettra en œuvre dans le cadre de ce diplôme. Et vous le verrez, d'autant plus que vous aurez des stages à faire. Donc, vous le verrez concrètement ce que ça donne et comment c'est vécu. Je ne pense pas qu'on vous le dise très souvent, cela, mais c'est une réalité absolument concrète. Moi, je dis souvent aux étudiants, vous oubliez un S dans un contrat, ça peut changer complètement le sens du contrat et se traduire par effectivement un préjudice énorme pour le client et vous serez responsable après. Donc, c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, c'est quelque chose qui se travaille en plus. On peut dire, ben là, j'ai quelques lacunes en orthographe, mais c'est comme tout, ça se travaille. Ben, vous travaillez en lisant, vous prenez un dictionnaire, vous posez des questions, vous faites des recherches sur Internet, et on peut améliorer, il n'y a aucun problème. Son orthographe, sa rédaction, etc. Parfois, on n'a pas le choix. On doit le faire. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille, qui n'est pas inné. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ultracrépidarianisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une maladie qui consiste pour les gens incompétents à se croire compétents. C'est ce qu'on a vu avec le Covid, où personne ne savait exactement ce qu'il fallait en penser, mais tout le monde était épidémiologiste et tout le monde avait son opinion. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui se disent juristes et qui sont dans cet état-là. Et c'est justement ce que l'on ne veut pas avec ce diplôme. C'est pour ça que l'on insiste beaucoup sur l'aspect transversal, sur l'aspect vrai spécialiste, sur l'aspect formation de généraliste absolument sérieux pour faire de vous des gens compétents. Ce dont on a besoin. Les incompétents, on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, pour conclure, peut-être quelques mots concernant le master. Alors, il y a des choses que, normalement, quand on présente son master, ce que font en général les responsables, finalement, ils vous vendent leur master et ils vous disent des choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est-à-dire qu'il faut toujours expliquer que son master est le meilleur, le plus beau, le plus grand, et que grâce à ce master, vous allez devenir exceptionnel, que le master vous accordera d'ailleurs un plus beau bronzage l'été, ce genre de choses. Je ne vous raconterai pas ça, puis de mon point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on choisit un master, c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper de master. C'est la question des débouchés qu'on a évoqués ensemble à plusieurs reprises. Maintenant, contrairement à beaucoup, qu'est-ce que je vous dirais? Moi, je dirais que ce n'est pas le Master 2 qui fait les bons étudiants, mais en réalité, c'est l'inverse. Ce sont les bons étudiants qui font le bon Master 2. Une fois qu'on a choisi la bonne spécialité, encore une fois, une fois qu'on a fait ça, bien, ce sont davantage les étudiants qui font le Master 2 que l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est plutôt une bonne chose de mon point de vue, c'est que pour la suite, c'est quand même l'étudiant et lui seul qui aura son avenir entre les mains. Vous pouvez faire le meilleur Master 2 du monde,
si vous n'êtes pas bon, que vous ne travaillez pas, etc., vous n'aurez pas le concours d'avocat, et puis voilà, vous ne réussirez pas plus tard. Donc, c'est souvent un argument qui est invoqué, avec mon master prépare bien au concours d'avocat. Non, il n'y a aucun master, pour vous dire la vérité, qui, à mon avis, prépare au concours d'avocat, parce que le concours d'avocat, vous avez notamment des cas pratiques, etc. Moi, en licence 3, etc., je donne des cas pratiques, c'est pas facile pour les étudiants, parce qu'on doit les préparer petit à petit à ces épreuves. Et puis, je fais passer mes petites matières à l'oral pour, là aussi, préparer les étudiants aux épreuves orales, notamment de ce concours. Voilà, donc ça se prépare finalement avant. Et ça se prépare après, avec une formation et un travail important. Donc, ça, c'est important. En réalité, le plus important, c'est ce que vous ferez de votre diplôme plus tard. Ça, c'est important de remettre l'étudiant au centre de cela, de ne pas lui dire « Ah, si on vous prend, vous devrez être reconnaissant jusqu'à la fin de vos jours. » Non, c'est pas ça. Si vous venez dans le diplôme, c'est quelque chose qui se passera très bien entre nous, et vous allez participer vous-même à la construction de votre diplôme et vous serez le principal acteur de votre vie professionnelle. Ça, c'est très important. Vous comprenez que c'est vous qui avez les cartes en main. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire toujours sur le master? N'hésitez pas à prendre contact, pour ceux qui se posent des questions, aux étudiants qui sont actuellement en Master 1 ou actuellement en Master 2. Vous pouvez essayer de les contacter notamment à travers le LinkedIn du Master. Donc, vous pouvez, et puis après, vous aurez des adresses, des contacts directement avec les étudiants qui sont en Master 1, Master 2. Ils vous parleront du diplôme. Un point important pour moi, et ça fait des années que ça se passe comme ça, très honnêtement, on a toujours une très bonne ambiance au sein du Master. Alors, à quoi ça tient, je ne sais pas. Une volonté déjà des responsables. On ne va pas vous prendre de haut, non. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va partager. Ensemble, on va construire ensemble chaque année de master. Et donc, pour cette raison, moi, je ne prends pas les étudiants de haut, au contraire. J'essaye d'être le plus proche possible d'eux. Et puis, il y a des étudiants qui me connaissent et puis donc qui savent comment je suis justement avec eux, puis peut-être qu'ils me suivent aussi pour cette raison-là. Et ce qui fait que, honnêtement, entre les étudiants, il y a toujours une très bonne ambiance. Au sein des différentes masters, ils pourront vous l'expliquer eux-mêmes. J'essaye de les réunir le plus tôt possible dès qu'on sait qui est finalement sélectionné. On organise des groupes, ils se rencontrent, etc. De façon notamment à accueillir les étudiants qui viennent d'autres facultés. Parce que c'est pas facile, effectivement, comme on entend bien d'ailleurs, d'atterrir à Bordeaux. Donc ça, c'est important. Encore une fois, l'esprit dans ce diplôme, ça a toujours été une très bonne entente entre les étudiants et c'est quelque chose à quoi je tiens particulièrement. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez contacter les étudiants sur le LinkedIn. Vous aurez de cette façon des avis et des témoignages d'étudiants. Et puis moi aussi, je me rends disponible autant que possible pour écouter les étudiants et pour les conseiller. Ce qui fait que là, je vais vous mettre, et puis je mettrai aussi, quand ce sera en ligne, l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me joindre. Donc, c'est philippe.mi-bordeaux, je vais le mettre, et vous pouvez aussi joindre le bâtonnier Duprat, je pense, si vous avez des questions à lui poser, notamment sur la profession d'avocat, sur les débouchés, etc. Il est toujours très disponible, lui aussi, pour répondre aux étudiants. Hop là, donc là, je le mets dans le menu déroulant et je le rajouterai sous le site de la faculté pour que vous puissiez nous contacter. De toute façon, les adresses sont sur le site de la faculté, donc vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour poser vos questions ou soumettre vos dossiers, avoir un premier avis finalement. Et puis, pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Là, on est dans une optique où on se dit les étudiants vont être pris, ils vont venir dans le diplôme, etc. Il y a une réalité sociale qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ne trouveront pas de master. Alors, il y a des étudiants bordelais qui ne trouveront pas de master à Bordeaux, certains trouveront ailleurs malgré tout, et puis il y a des étudiants à Bordeaux ou en France qui ne seront pas pris en master parce que, je le regrette, je préférais quand la sélection se faisait à la fin du master 1, c'était beaucoup mieux. Mais désormais, il y a des étudiants qui vont s'arrêter en licence 3, même s'il y a des procédures Trouve ton master qui sont mises en place. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Voilà, c'est impossible. Ces étudiants qui peut-être ne seront pas pris, je voudrais dire la même chose que ce que je dis en général à mes étudiants en fin de cours d'amphi. C'est-à-dire que faites attention à un certain discours qui peut être produit sans le vouloir peut-être par l'université, un discours qui tend à vous dire que l'essentiel dans votre vie, maintenant, ça va être votre travail et finalement, vous réussirez votre vie si vous réussissez votre vie professionnelle et c'est tout. Moi, je dis à chaque fois à mes étudiants absolument l'inverse. Vous réussirez votre vie si vous réussissez votre vie personnelle, votre vie familiale. Voilà. Donc, le plus important, c'est ça, c'est votre famille, vos amis, etc., et la façon dont vous vous épanouirez dans votre vie. Et il faut prendre la vie professionnelle comme un complément
qui va pouvoir s'articuler avec cette vie privée. Et donc, c'est quelque chose, on a beaucoup de chance quand on est heureux, effectivement, dans sa vie privée et heureux dans sa vie professionnelle. Mais faites attention, si vous ne vous concentrez que sur votre vie professionnelle en dédaignant votre vie privée, c'est quelque chose que vous regretterez plus tard. Ce qui fait qu'on aura peut-être des étudiants qui seront pris en Master 1, Master 2 ou en une très belle carrière, mais au détriment de leur vie privée, qui seront au final très malheureux. Alors que là, on aura peut-être des étudiants qui nous écouteront, et qui finalement ne seront pas pris en Master 1, mais qui vivront très heureux. Et encore une fois, il y a des équilibres à respecter dans la vie. Donc, respecter effectivement ses proches, sa vie privée, respecter les autres d'une façon générale, c'est des choses qui me semblent très importantes. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention pendant toute cette présentation qu'on va maintenant pouvoir mettre en ligne à destination d'autres étudiants. Encore une fois, si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, je vais laisser le mot de la fin au bâtonnier Duprat, que je remercie une nouvelle fois d'être présent, parce qu'encore une fois, c'est un professionnel extrêmement occupé, mais qui donne beaucoup, énormément à la faculté, toujours en co-dirigeant ce diplôme. Philippe, je te laisse la parole. C'est gentil, merci. Merci de votre attention. J'espère que maintenant, vous savez tout sur le master et que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour candidater. Je suis, comme le professeur Rémi, à votre disposition pour répondre à vos questions, alors soit par téléphone, soit par mail. Mon adresse mail, c'est l'adresse de la faculté, donc philippe.duprat@u-bordeaux.fr. Éventuellement, vous pouvez utiliser mon contact professionnel que vous trouverez sur Internet en tapant simplement mon nom. Je souscris en tout point à la conclusion qui vous a été donnée par le professeur Rémi. Vous avez fait une période de votre vie où vous commencez à comprendre, à défaut d'ailleurs de l'avoir compris depuis fort longtemps, que votre vie sera ce que vous en ferez. Et c'est à vous de le faire en étant convaincu que ce qu'il y a de plus important, le soir comme le matin, c'est de pouvoir se regarder en se disant « je pense que j'ai bien fait ». Après, on réussit plus ou moins, mais si on suit les principes qui vous ont été rappelés par Philippe, vous réussirez. La réussite, c'est chacun à sa façon, chacun à son niveau. Et moi, je considère que dans ce master, j'ai un peu réussi parce que je pense apporter ma pierre à votre édifice. Et j'ai un peu réussi parce que j'aime y participer et que je peux éventuellement vous aider. Voilà, donc moi, je conclurai en vous souhaitant bon appétit, bonne journée et bon vent. Merci Philippe, merci à tous et peut-être à très bientôt. Au revoir, merci.